dedans, c'est où il y avait la cabane. Une cabane pour quoi faire? Eh bien, ils y ont dormi, mon père et son copain. Et quand on nous avertissait, la famille Blanco, tout ça, nous avertissait qu'il risquait une rafle, parce qu'il y avait des renseignements quand même qui couraient. Alors ils dormaient la nuit, ils dormaient dehors. Par sécurité. Oui. Et puis quand les résistants venaient se réunir, ben, mon petit frère, donc, en s'amusant, il montait sur un arbre. Voilà. Il y avait le cerisier, il y avait le noyer, je pense qu'il y était ce noyer. C'est pas possible. Ça doit être un plus jeune, ça. Oui. Et alors, il pistait parce qu'il n'y avait pas tant de verdure. Il pistait les deux passages. Les passages. Et s'il voyait quelqu'un approcher, il venait vite, faisait semblant de s'amuser. Et alors, les maquisards, ils passaient par derrière, par la grange. Et ils allaient dans la cabane. Et quand la danger était passé, ils revenaient là. Un soir, sont venus loger dans votre maison une quarantaine d'Espagnols que vous aviez pris en charge à Saint-Jean-de-Verge. À la gare de Saint-Jean-de-Verge. Ils sont allés je les ai livrés au maquisard, vers Loubière, un groupe, et un groupe vers comment ça? Vers le viaduc de Béranjou. Oui, oui. Mais après, ils se réunissaient. Alors, ils se sont réunis le soir. Moi, je les ai livrés là, au maquisard. Il y avait mon futur mari, donc, et Félix Capdeville. Et des fois, il y avait... Mais cette fois-là, c'était mon mari et Félix. Et le soir, les hommes, ils sont restés cachés toute la journée, du côté Loubens, enfin pas tout à fait là-haut, hein, en dessous, le Routis. Voilà. Vous voyez que je vous dis, ce chemin. Routis, Voilà. Ils sont restés cachés là, donc moi je suis reparti. À 3 h du matin, ils sont arrivés ici, parce que, bon, ils étaient nombreux et ça m'aurait fait beaucoup de temps pour moi. Et donc les autres, les maquisards, ils les ont pris en charge. Et alors ils sont venus ici, ma mère, comme d'habitude, il dit « Qu'est-ce que je te fais un peu de café » comme on faisait, du café avec des graines, des châtaignes, et tout ça grillé. Oui. Et je vais te faire cuire un œuf, c'est tout ce qu'on avait. Un œuf, et des fois, il n'y avait pas d'huile, avec un peu d'eau, un œuf au plat avec un peu d'eau. Et alors, le Félix, il dit, mais pauvre femme, non, on ne veut rien. De l'eau, si vous avez de l'eau, il dit, nous sommes 40, minimum 40. Alors, vous n'avez pas 40 œufs. Et il dit, on ne veut rien que de l'eau et pouvoir se reposer un peu avant d'entreprendre le chemin vers le col de Pie. Et ils ont dormi dans le foin. Hein? Oui, dans le foin, là, à côté de la maison, à la grange. Et, ouais. Et c'est-à-dire que là, il avait commode parce que s'il y avait une alerte, il y avait des petits sentiers. C'était pas fouillis comme ça, hein. Des petits sentiers. Et on pouvait aller par le haut de la montagne jusqu'au col de Pie, là. Enfin, rejoindre le chemin qui va de Villeneuve au col de Pie. On pouvait rejoindre ça. Ou alors, on pouvait de l'autre vallée, c'est Gudas, et juste à peu près la direction de la ferme, là, il y a Penny. Penny, exactement. Penny. Ils ont été déportés, la mère, la nièce, la fille. De Conchita Ramos. Hein? Voilà, Conchita Ramos. Et lui, il était parti en Andorre. Exact. Belletta. Donc, il pouvait rejoindre l'autre vallée. Il y avait des sentiers partout, parce que le bétail se promenait partout, et puis nous aussi. Ça fait qu'on suivait. Ouais, c'était... Bon, ça me ramène... C'était pas amusant, mais on était jeunes et on avait la santé. Alors, on avait le courage, parce qu'on n'allait pas perdre, on allait gagner. Eh oui. Puis, on n'avait pas de grande solution. Ou blanc ou noir. Hein. Enfin, il y en a qui n'ont pas bougé. Hein. On aurait pu en faire autant. Justement, ici aussi, 2 Allemands sont venus une fois. Oui, vous voilà. m'avez raconté. Oui. Et ils cherchaient de la nourriture. De la nourriture. Alors, je me demande
Maintenant, avec le recul, à ce moment-là, on tremblait. Hein, parce qu'on disait, peut-être ils font semblant. Pour voir s'ils dénichent quelque chose. Peut-être ils sont commandés. Mais maintenant, avec le recul de la façon qu'ils parlaient, je pense qu'ils désertaient. Ou ils voulaient partir vers l'Espagne, ou rencontrer quelques maquis. Ou... Ces deux soldats allemands, quand ils sont venus ici, votre père a laissé les bêtes qui travaillaient dans le champ. Ah oui, et son copain, ils étaient tous les deux. Le champ qu'il y a d'une ferme à l'autre, là-bas en face. Mais il l'a voulu parce que c'était travaillé tout ça. Et il les a laissés, ils sont partis dans les bois. Mon frère est allé les avertir. Et alors, quand on passait, je les accompagnais à l'autre ferme. Mais mon frère était déjà allé avertir la femme qu'elle n'ait pas peur, qui demandait de quoi manger. Et alors, quand on passe là, à côté des vaches, là, qui avaient le joug et tout, attaché à la charrue, alors il dit, eh, mademoiselle, les vaches dans ce pays, elles travaillent toutes seules. J'ai dit non, mais ils doivent avoir fait la pause de 4 heures, ou je ne sais pas qu'est-ce que je leur ai dit. Ils doivent avoir fait la pause pour se reposer un peu. Et voilà. Ils avaient compris. Hein. Ah oui, eux, ils avaient compris. Oui. C'est émouvant hein, de voir tout ça. Ça revient à... Oui, c'était la hauteur des planchers. Et il y avait une... Ce castagnier, vous entendez bien avec le propriétaire? Oui, 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 oui. Et il nous donnait du miel. Il avait les ruches à côté, là. Et oui, on s'entendait bien. Bon, avec nous, il était gentil. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était. Bon, ça va être... Et il travaillait comme un âne. Il venait déblayer du bois. Avec les bœufs et tout, il travaillait. Ouais. Et oui. Ça fait que... du moment où il nous a donné du miel, on ne souffrait plus de sucre. Au début, oui, on avait fait cuire des betteraves, on avait fait cuire du raisin, pour avoir, avec le jus de raisin, on faisait ça s'appelait du raisiné. Voilà, on mettait une petite cuillerée dans le café. Enfin, dans le café que c'était des graines grillées. Un peu d'orge, un peu de blé, un peu de châtaigne, tout ça. On le faisait griller, ça faisait le café. Un peu de chicorée. Et là, au petit ruisseau, ça coulait quand même un peu. Parce qu'il y avait du sable. Un peu de sable, un peu. Pas beaucoup. Mais une fois, mon frère est venu de Paris avec son fils qui devait avoir 3 ans ou 4. Et on est allé au ruisseau, là, lui montrer que son père, quand il était petit, mon frère, quoi, il jouait là au ruisseau, il faisait des petits trucs au moulin. Et alors il a attrapé une poignée de ce sable, il l'a porté à son père. Il dit, non, à Pépé. Et alors il dit, regarde Pépé, le sable que mon père jouait quand il était petit. Comme s'il avait trouvé un trésor, une relique. Quand vous arriviez en vélo, Oui. où vous le mettiez le vélo? Le vélo à la cabane, caché à la cabane, voilà. ouais, dans le coin là. Et après, comment ça se passait ça? Et alors je montais là sur le chemin, sur le quai quoi, du chemin de fer. Et je me promenais. Et sitôt que je voyais le train arriver, je mettais une allumette à la bouche. Et j'avais une revue qui s'appelait Signal, enroulée à la main. Et voilà, et je marchais là pour qu'ils me voient, s'il y en avait qui arrivaient, s'il y avait des résistants qui arrivaient. Alors eux, ils devaient me demander, mademoiselle, quelle heure est-il? Et moi, je devais leur répondre, au lieu de donner l'heure, je devais leur répondre, suivez-moi à distance. Et je partais, donc s'ils me suivaient, c'était eux, puisque c'était la consigne. Et s'ils ne me suivaient pas, ils me prenaient pour un imbécile, puisque
je ne répondais pas à l'heure. Je lui disais de me suivre. Alors si ce n'était pas eux, ils ne comprenaient À pas. partir de là que votre futur mari et son copain, Ouais. vous À pouvez part- raconter ouais. ça. À partir de ce moment-là, ils se cachaient. Ils se cachaient derrière les ronces là, de la cabane. Et ils avaient l'ordre des chefs de maquis que si on me prenait, parce qu'au premier wagon, il y avait la milice, des fois des Allemands et tout ça, que si on me prenait, ils avaient l'ordre de lancer les grenades et bien sûr, je serais resté avec l'ennemi. Et alors, ça leur faisait mal au cœur, les deux jeunes, que je fasse la mission sans savoir qu'ils avaient l'ordre de me liquider, quoi. D'abord, pour éviter des souffrances, parce qu'ils m'auraient tué quand même, et puis pour le risque, si on me faisait parler, vous savez, quand vous êtes sous la torture, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Le maquis risquait gros aussi. Alors, ça leur faisait de la peine et ils ont décidé de me mettre au courant. Ils disent, tu es capable de garder un secret? J'ai dit, à un moment que j'en garde des secrets. Et alors il me dit, écoute, on va te dire quelque chose. Une fois que tu le sauras, si tu veux, tu fais la mission. Et si tu ne veux pas la faire, on la fera à ta place. Mais surtout, ne dis rien, parce que c'est comme un secret militaire. On est liquidé si on sait qu'on te l'a dit. Et alors, bon, j'ai dit d'accord, je me tairai. Et ils m'ont expliqué qu'est-ce que c'était. Qu'ils avaient l'ordre de me, si j'étais arrêté, de lancer les grenades et je restais là. Alors, ils ont dit, écoute, on va te donner, étant donné que tu es au courant, on va te donner une chance. On va tirer un coup de revolver en l'air et les gens ils vont s'affoler. Dans cet affolement, toi tu te glisses sous le train et dans le petit chemin et après tu te laisses tomber dans l'Ariège. Et puis tu sortiras bien quelque part. Une solution pour pouvoir me sauver avant qu'ils jettent les grenades. Mais il faut que ce soit rapide, tu te couches de suite, il faut que ce soit rapide parce qu'on va lancer en suivant les grenades, quoi. Bon, et bien alors il dit, tu continues la mission ou on le fait à ta place? J'ai dit, je vais continuer, vous avez eu la franchise de me le dire, je vais continuer. Et seulement, je tremblais un peu, je me disais, j'attendais le coup de revolver, moi. Et je me pistais les roues du train, où il n'y avait pas de fer qui dépassait là, pour passer dessous. Et bon, et bien, il ne s'est rien passé. Combien vous avez fait de missions à partir d'ici comme agent de liaison? Ouh là là, ça je ne sais pas. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, hein. Des dizaines. Je ne sais pas combien. Mais presque toutes les semaines, une fois ou deux, je descendais. Des fois, il n'y avait personne. Hein. Parce que vers le printemps 1944, là, il commençait à y avoir un peu plus de va-et-vient. Et après l'appel du 18 juin, là, il y en avait davantage. Mais au début, il n'y en avait pas beaucoup. Des fois, une fois, il y avait un groupe, je dis, ils t'ont manqué, ils cherchent un homme, et c'était moi qui faisais la mission. Alors je dis cela, je voyais un peu douteux. Et ils sont partis vers la carrière qu'il y avait de l'autre côté du village. Alors avec le vélo, j'ai passé devant eux et j'ai laissé tomber le signal, la revue que j'avais. Et j'ai dit peut-être, alors je me suis arrêté, j'ai reculé pour le prendre, il y en a un qui me l'a ramassé, me l'a donné. Ah, tu dis ça? Ouf, j'ai dit comme ça. Mais donc j'ai dit si c'était un de ce que je devais attendre, il aurait compris. Mais non, il n'a rien dit, donc c'était pas eux. Il faut dire que Signal, c'était un journal de la collaboration. Oui, oui, oui. Et oui, il m'a dit, ah, tu lis ça? Bouf. J'ai dit, j'ai pas fait attention, un journal, j'ai pris. Alors,
Alors, eux, ils m'ont rien dit, donc c'est pas... Mais j'étais presque persuadée qu'il m'avait manqué, parce que ceux qui n'avaient pas eu le temps d'être avertis qu'au lieu d'un homme de maquisard, ce serait une femme qui attendrait, ou une fille. Et alors j'ai dit, il se pourrait qu'il y ait une confusion. Mais c'était pas ça, c'était des travailleurs. On avait porté des fusils mitrailleurs du maquis de... Je ne sais pas s'ils étaient... À Sénan, je crois qu'ils étaient déjà, hein, je ne sais pas. Enfin, le maquis de Vira, disons. On a porté des fusils mitrailleurs au maquisard de Toulouse. À l'agrupation, nous, on allait. Après, eux, ils se débrouillaient. Parce qu'ils avaient besoin des armes pour faire quelque chose. On n'avait pas des armes encore comme vers la fin. Vers la fin qu'ils ont parachuté des armes et tout ça. Au début, il n'y avait pas grand-chose. Et 15 jours après, ils nous ont envoyés pour aller, ça s'est bien passé. Et 15 jours après, ils nous ont envoyé, Séraphine et moi, à Toulouse les rechercher. Ils étaient démontés, une valise chacune, une valise en carton. Et il avait plu un petit peu, les valises s'étaient mouillées un peu. Quand on les a mis dans le train, avec le chauffage du train, elles s'entrebâillaient un peu, et nous on tremblait. Et enfin, à ce moment-là, on devait descendre à la halte de Verniolle. Les maquisards devaient nous attendre là. Et en même temps, ce jour-là, on a mené un maquisard de Toulouse. C'est celui que je vous avais raconté. Là. Bon, eh bien, ce jour-là, il n'y avait personne à la gare pour nous recevoir. Alors il a fallu improviser. On a pris un petit chemin qui amène à Joucla. La gare de Verrières, elle dit, mais elle est venue avec son petit chien quand le train a été parti. Elle ouvre sa barrière et puis elle est venue avec son petit chien se promener. Il m'a dit, mais vous avez peur de passer sur la route? Mais je dis, on n'a pas peur de passer sur la route, mais ce n'est pas une raccourci qui va à Joucla, ça. Il dit, oui, si, ça va à Joucla. Ça s'est passé comme ça. Et alors, on ne savait pas comment faire parce que c'était lourd pour venir à pied. Vous avez vu le trajet qu'il y a pour venir à pied à Dalou. Alors, on a décidé, et puis on ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. On dit, on risque d'être arrêté ou quoi. On a décidé de cacher ces valises à une vigne et avertir le maquis le lendemain matin, venir, ou dans la nuit, ou le matin, venir de bonne heure le prendre. Les fusils mitrailleurs, donc, ils avaient été cachés là, et Séraphine, elle l'a raconté à son mari, que cette femme nous avait suivis un peu. Alors, son mari est allé le raconter aux copains, et les copains, ils ont dit, c'est pas sûr ça, on va les enlever. Alors, ils sont allés les enlever de là où ils étaient, et ils les ont portés à une maison en dessous de Gicla, des amis sûrs, quoi. Ils les ont portés là-bas. Alors, le lendemain, les maquisards, ils viennent. Ils disent, prépare-toi, ce soir, à la tombée de la nuit, on va chercher le matériel. Alors, le soir, à la tombée de la nuit, sans lumière, et ils me disent, tu sais, on va passer un morceau de la route de Dalou à la Borie, un morceau à ras de chemin de fer. Et il y avait les gens du pays qui étaient obligés de garder le chemin de fer. Ils disent, s'ils ne sont pas armés, s'ils disent halte là, tu ne t'arrêtes pas. Bon, on a fait ça, et sans lumière, on s'en va à la cachette, il n'y avait plus rien. Bon, alors, allez, reparti, ils m'accompagnent chez moi, et eux, ils s'en vont au maquis. Ils disent, demain, tu t'en vas chez Séraphine pour localiser si elle a fait quelque chose. Alors, le lendemain, je m'en vais à Pamiers, on n'avait pas de portable, on n'avait pas de téléphone, c'était un peu difficile, c'était tout à la marche ou à vélo.
Alors je m'en vais chez Séraphine et elle me dit voilà, il arrive ça. Et mon mari il a eu peur que cette femme avertisse quelqu'un et qu'on nous les trouve. Ils sont allés les enlever. Et il m'a dit où ils étaient. Alors, donc, le surlendemain, j'ai repris, il y avait celui qui a été mon mari après, et il y avait le Peque. Le Peque, c'était Sébastien Martin. Alors, je les ai accompagnés à cette maison où ils avaient caché les armes. On arrive là-bas, ils attachent une valise chacun au porte-bagages du vélo. Et alors ils me disent, tu sais pas, on va demander à la dame si elle veut te garder dormir, si elle peut te garder dormir parce que tu ne vas pas monter au maquis avec nous, tu vas risquer pour rien. Et t'accompagner chez toi, on perdra du temps. Alors, elle lui a demandé si je pouvais rester. Ah, ils avaient crevé avant le temps, entre-temps. Alors il a fallu qu'ils réparent. Ça fait qu'ils sont partis que vers 3 heures du matin de la maison. Et bon, moi, la femme, elle m'a arrangé un lit, j'ai dormi là-bas. Mais vers 3 heures et quelques, elle a entendu des coups de feu, elle. Elle a eu peur, elle a dit ça c'est eux. Ça, c'est eux. Et c'était eux qui avaient une rencontre à Verniolle. Et le copain de mon mari a perdu la jambe. Mon mari, comme il a pu, il dit achève-moi, Mignoz, achève-moi. Il a dit non, je ne t'achève pas. Tu demandes dans la rue du secours, tu risques de te sauver. Et moi, il faut que je monte, ou que je crève, ou que je monte avec le matériel là-haut, parce que sinon, on va être sanctionné. Et alors, il a mis, comme il a pu avec les dents et comme il a pu, il a coupé les cordes de l'autre valise, il a mis tout sur son vélo, et il est parti avec. En plus, comme ils avaient eu une rencontre, mon mari avait dégoupillé une grenade. Parce qu'il dit si on me tue, je lâche la grenade et j'y reste. Mon mari, à la sortie de Verniolle, il y avait une vigne. Et il a réussi à prendre un fil de fer sans lâcher sa grenade de la main, parce que s'il la lâche, elle explose. Et alors, le goupiller, mettre la sûreté. À ce moment-là, déjà, il avait les deux mains. Et il est arrivé au maquis avec les deux valises. Le premier maquisard qu'il a vu, il est tombé raide. C'est les nerfs, la volonté d'arriver qui le faisait tenir. Le lendemain, il a fallu que j'aille à la recherche du blessé à Verniolle. Je ne connaissais pas, il dit tu questionnes pas trop, tu écoutes. Tu vas dans toutes les épiceries. Il y en avait 5 d'épiceries. Qu'est-ce que j'allais acheter? Une boîte d'allumettes, une boîte de cirage. D'abord, il n'y avait pas grand-chose à acheter et puis on n'avait pas de sous. Et j'écoutais les gens, mais les gens, comme ils ne me connaissaient pas, quand je rentrais, ils se taisaient. Alors j'ai trouvé une femme qui était fiancée avec le copain de notre copain à Dalou, un ami de Ton, de la ferme de là-haut. Et bien, je lui dis, il paraît que vous avez... Qu'est-ce que tu fais par là? Oh, je viens de Pamiers, j'ai passé par là. Et je dis, il paraît que vous avez eu du grabuge hier soir. Et il m'a dit, oui, il y en a un de mort. Le mort, c'était mon futur mari. Il y en a un de mort, et un maquisard mort, et l'autre, il est blessé. Il est à l'hôpital. Je porte tout ce que je savais là. Ah, il m'a dit, c'est pas possible. Et il te faut suivre les taches de sang pour voir si tu le trouves, le blessé. Parce que s'il était à l'hôpital, les Allemands l'auraient déjà pris, ils contrôlaient l'hôpital. Et alors, je suivis les gouttes de sang qui menaient dans un champ de blé. J'ai trouvé un morceau de tissu blanc, plein de sang. Je l'ai pris pour leur montrer que j'avais fait ma mission. Et lui, je ne l'ai pas trouvé. Et alors, il dit, c'est pas possible qu'il soit à l'hôpital parce que les Allemands l'auraient pris, c'est contrôlé par les Allemands. Et alors, mon mari dit, bon, écoute, tu ne vas plus faire de voyage, je m'en vais chez le curé de Verniolle. Alors, il était habillé avec les habits qu'ils avaient dérobés à la caserne de Pamiers. Et il avait deux grenades et le pistolet là, avec le tricot comme ça. Et il s'en va chez le curé, il dit voilà, monsieur le curé, je viens voir si vous pouvez me donner des indications
du blessé d'hier soir. Alors, je sais rien. J'ai dit, si, vous savez. Parce que moi, je suis le mort. Il a fait un pas en arrière. Moi, je suis le mort et le blessé, il paraît que vous l'avez contacté. Alors, il dit, écoutez, je viens avec vous, on va aller chez Calmont et on va voir s'ils savent quelque chose. Et bien, il avait crié toute la rue Garavin, il avait crié au secours, personne n'a ouvert. Et puis, une famille d'Espagnols qui avait presque au fond, la mère et la fille sont descendues. Et elle s'était déchiré la chemise pour lui faire le pansement. C'est pour ça que j'ai trouvé un bout de... Voilà. Et finalement, il était à la clinique à Sailly, ça s'appelait à ce moment-là. Vous voyez cette histoire-là, vous devez le savoir. C'était dans la nuit, c'était des FTP qui avaient tiré sur des guerrières aux inversements. Ouais. Pas des Allemands, hein? Non. Une confusion. Ils étaient en train de réquisitionner la voiture du curé. Exactement. Voilà. Ils étaient en train... Parce qu'il y avait Rumeau, vous avez connu Rumeau? Et bien sûr, Il était au-dessus du mur et il a tout vu. Mais il dit qu'est-ce que je pouvais faire. J'avais pas d'armes, j'avais rien, qu'est-ce que je pouvais faire. Alors il a tout vu, Rumeau. Et donc il a dit, il a appelé au secours tout le long. On n'a pas ouvert, quoi. On devait avoir peur, les gens. Et l'Espagnol, il a dit quand même, on va sortir. Il est descendu avec sa fille parce que le mari n'est pas descendu au cas où ce serait une rafle ou un truc comme ça, quoi. Et ils l'ont installé à la grange au fond du village, à gauche, la grange de Bergelou. Elles l'ont installé là, et ils lui ont donné à boire et tout ça. Et il dit, demain matin, on te portera le déjeuner, tu ne bouges pas, et après on verra. Et puis il n'y était plus. Il était parti dans les champs, mais les autres l'ont cherché. Et ils l'ont porté à cette clinique. Finalement, on a coupé la jambe, et puis plus haut, je crois qu'on lui a fait 3 fois. Un jour, il me dit le docteur, mademoiselle, vous direz à vos chefs que nous, on ne peut plus tenir. Les Allemands, ils réquisitionnent partout, et qu'on va être tous pris, qu'ils viennent se chercher le blessé. Alors, je dis, vous dites à vos chefs, je dis, j'ai pas de chef, moi. Il dit, bon, débrouillez-vous comme vous pouvez, mais faites-le savoir. Alors ils sont allés la nuit, ils ont dit, écoutez, il faut le guérir, parce que si vous le guérissez pas, ça va mal. Oui, mais vous comprenez, on va être tous pris. Si je lui administre la morphine, et si je n'administre pas de morphine, il crie de douleur. Et si j'administre la morphine, il chante l'international. On était adultes avant l'heure. On n'a pas eu... La guerre d'Espagne, ça a brisé mon enfance, qui je la considérais heureuse. Et la guerre d'ici, la jeunesse. Enfin, comme on avait la santé, vous savez, une fois qu'on y est dedans, je crois qu'on souffre davantage, ou on a davantage peur. Quand on les voit, les choses, en recul ou avant, dans les films ou n'importe, que quand on est dedans. Quand on est dedans, il faut lutter, il faut prendre des solutions. Et on ne pense pas, on n'a pas le temps de penser à la peur ou ce que ça pourrait être, tout ça. Voilà. On trouve des solutions.